très heureux de vous retrouver pour cette troisième cérémonie de vœux, ça y est, 3 fois. Et la première de cette nouvelle législature, puisque Nadia l'a rappelé, il y a eu des élections, beaucoup d'élections et des élections législatives anticipées en juillet dernier. Et j'ai eu l'honneur, et merci encore, parce que ça fait sens politique, avec un niveau de participation historique. J'ai l'honneur d'avoir été réélu député d'Argenteuil et de Bezons et de représenter à nouveau les habitants de cette magnifique circonscription à l'Assemblée nationale. Alors, il y a 1 an, ici, quasiment jour pour jour, devant vous, j'avais pris quelques engagements. Et notamment l'engagement de travailler à l'élaboration d'une proposition de loi avec Sherazade Benabti, qui est ici ce soir. Sherazade, je pense que vous la connaissez parce que chacun ici se souvient de ce terrible drame du 8 juin 2018 lorsque Ismaïl est décédé dans un accident d'ascenseur pas loin d'ici dans un centre commercial. Et avec Sherazade, avec son association, on a travaillé pendant plusieurs mois à l'élaboration d'une proposition de loi. On a réfléchi avec des juristes, avec les membres de mon cabinet, on a travaillé, on a fait plusieurs réunions, on est parvenu à rédiger cette proposition de loi et on l'a déposée ensemble en octobre dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale. C'était déjà une étape importante de franchie, avec devant nous un travail qui devait nous conduire à tenter d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour et de la voter. Et il se trouve, c'est le hasard du calendrier, mais hier soir, aux alentours de 23 h, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi qui est très importante, je crois, qui lutte contre les pannes d'ascenseurs, et qui est un fléau. Il y a 1 500 000 pannes d'ascenseurs chaque année, et elle touche en particulier les classes populaires. Il y a 3 fois plus de pannes d'ascenseurs dans le parc social qu'ailleurs dans le pays, et à Argenteuil, à Bezons, dans le Val d'Oise, dans tous les quartiers populaires de France, ces pannes d'ascenseurs sont un fléau du quotidien. Mais nous avons réussi cette proposition de loi très profondément à l'enrichir et à y intégrer des pans entiers de celles que nous avions rédigées, que nous avions déposées, si bien que depuis hier soir, et même si, je le dis, il reste beaucoup de chemin pour que cette loi ait des conséquences concrètes. Elle va devoir aller au Sénat. Et au Sénat, on n'est pas très nombreux. Elle va devoir revenir à l'Assemblée. Ça peut prendre des mois. Il faudra être très vigilant et suivre cette navette parlementaire. Mais depuis hier soir, il y a une loi qui reconnaît les victimes d'accidents d'ascenseur, qui prévoit l'indemnisation des victimes d'accidents d'ascenseur et qui surtout identifie la responsabilité des propriétaires d'accidents d'ascenseur et qui donc va les conduire à mieux entretenir leurs ascenseurs et qui donc va conduire à ce qu'il y ait moins de pannes d'ascenseurs et, je l'espère, moins d'accidents d'ascenseurs pour ne plus jamais vivre des drames comme celui que vous avez vécu, Sherazade, et comme celui qui a frappé l'ensemble des habitants de cette ville. Et donc hier soir, j'étais extrêmement ému, je crois que je n'étais pas le seul à l'être. Hier soir, y compris pour moi, faisait sens, voilà à quoi sert un député. Un député sert à écrire la loi. Et là, on l'a écrit ensemble. Un député sert à voter la loi, et avec les députés du Nouveau Front Populaire, et c'était une niche socialiste, nous avons adopté cette loi. Et c'est le sens aussi de la façon dont moi je veux vivre mon mandat de député. Un pied dans ma circonscription, un pied à l'Assemblée, pour y porter un certain nombre de combats. Les combats d'ici, les combats qui se mènent aussi dans cet hémicycle et qui ont des conséquences et des incidences majeures sur notre vie à toutes et tous. Et c'est ce que je continuerai à faire cette année. Et je prends donc ce soir encore un engagement devant vous. Et de la même façon, je m'apprête à le mener. Et j'espère là aussi une victoire. C'est très différent, c'est un autre... Mais Nadia en a parlé. Il y a un combat qui se présente devant nous. Et ce combat, il est arrivé à l'Assemblée nationale quand est venu le projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a quelques semaines. Un projet de loi de finances qui prévoyait 15 milliards d'euros de coupes dans les dépenses de santé. Un projet de loi de finances, je vais vous en reparler, que nous avons censuré,
mais qui évidemment a des conséquences concrètes extrêmement brutales, terribles pour les Françaises et les Français, et ici à Argenteuil qui conduit à la fermeture du service de chirurgie de l'obésité de l'hôpital d'Argenteuil. Et cette décision, elle est inacceptable, elle est insupportable, et nous allons tout faire, moi avec vous, pour l'empêcher, pour que l'Agence régionale de santé revienne sur cette décision, pour que ce service soit maintenu parce qu'il fonctionne, parce qu'il accueille beaucoup de patients chaque année, et maintenu parce qu'il est indispensable au fonctionnement de l'hôpital d'Argenteuil. Si le service de chirurgie de l'obésité ferme, ce sont des chirurgiens qui vont quitter l'hôpital. Ce sont des chirurgiens qui traitent ces pathologies, mais qui traitent aussi tous les cancers du tube digestif. Ce sont des chirurgiens qui interviennent aux urgences de l'hôpital d'Argenteuil. Et vous savez à quel point ces urgences sont saturées et qu'on a besoin de médecins pour les faire fonctionner. Donc c'est un combat majeur, c'est un combat pour les Argenteuillais, pour les habitants du bassin de l'hôpital d'Argenteuil, parce que ces pathologies associées à l'obésité, qui est une épidémie dans notre pays, elles touchent, là encore, en particulier les classes populaires. Et il y a un certain nombre d'années, il y avait une enquête qui avait été faite, on peut en interroger la méthodologie, mais qui disait que Argenteuil était la ville de France la plus touchée par l'obésité et par donc les pathologies associées à l'obésité. C'est donc un enjeu vital de se battre, et je m'engage devant vous à le faire, avec tous les élus, et ce n'était pas dans mon habitude, mais y compris en fédérant, de façon très transpartisane, et y compris en cherchant tous les maires de la circonscription, tous les élus départementaux, régionaux. Et il faut encore élargir le front de la mobilisation avec les personnels qui sont mobilisés, leurs organisations syndicales qui tous les jeudis organisent à 13h30 un rassemblement devant l'hôpital. Je vous invite à y aller et se battre. Et ici à Argenteuil, bien avant que je sois votre représentant, élu député, je sais qu'il y a une culture de la lutte pour défendre l'hôpital et qu'il y a eu des victoires pour défendre un autre service qui était menacé et qu'on a réussi à maintenir ouvert. Et donc je nous souhaite cette victoire collective en 2025 de préserver ce service de chirurgie de l'obésité à l'hôpital d'Argenteuil. Alors vous voyez, on a une urgence, tu as parlé de l'hôpital Nadia, des écoles, de l'éducation, je viens de parler de l'hôpital. Il y a urgence à reconstruire nos services publics. Et ce qui me rend particulièrement amer dans ces moments de très grande turbulence politique, c'est le sentiment que nous perdons du temps. Nous pourrions, avec un autre gouvernement, avec une politique alternative, faire tellement mieux, répondre aux grands enjeux. L'enjeu des services publics, l'enjeu de la crise climatique, la Californie, Valence, Mayotte, et je veux avoir une pensée pour les habitants de Mayotte, qui sont victimes non pas d'une catastrophe naturelle, d'une catastrophe du capitalisme, de cyclones plus puissants, plus fréquents, parce qu'il y a un réchauffement climatique qui est alimenté par un système productiviste qui broie la nature, qui broie les hommes. Pourquoi d'ailleurs? On peut s'interroger sur le sens de tout ça. Tu l'as dit Nadia, mais je veux le répéter parce que c'est des conséquences majeures pour nos vies à toutes et tous. L'accord de Paris qui prévoyait au pire plus 1,5 degré, nous y sommes, ça y est, il est dépassé. Je discutais avec un de mes collègues députés qui est élu de la Savoie. Vous savez ce qu'il me disait? Il me disait que le préfet de son département s'inquiétait de la possible rupture des barrages demain. Parce que l'eau, elle fond tellement vite qu'elle s'accumule derrière eux et qu'ils pourraient céder. Imaginez les catastrophes auxquelles nous pourrions être très vite confrontés. Il y a urgence en Palestine. À ce que 475 jours que ce massacre a commencé, à ce qu'il cesse. Et bien sûr, il y a un soulagement. Moi, j'ai éprouvé un soulagement à l'annonce d'un cessez-le-feu temporaire, de la libération d'otages, de la libération de prisonniers. Mais il y a aussi beaucoup de vigilance qu'il faut conserver. Parce qu'au Liban, le cessez-le-feu a déjà été rompu 100 fois par l'armée d'Israël. Parce que la colonisation, elle se poursuit, parce qu'aujourd'hui, en Cisjordanie, les agressions de l'armée israélienne se poursuivent. Et donc nous perdons du temps avec un gouvernement du nouveau Front populaire. Nous aurions une reconnaissance immédiate de l'État de Palestine. Nous aurions l'embargo sur les armes. Nous aurions un appel à la fin immédiate de la colonisation. Nous nous engagerions à traduire les criminels de guerre, tous, à commencer par Netanyahou, devant les juridictions internationales. Et nous prendrions l'engagement que si des ministres
de ce gouvernement d'extrême droite étaient sur le sol français, nous les arrêterions pour les rendre, pour les traduire devant la Cour pénale internationale. Nous perdons du temps. Nous perdons du temps pour abroger les retraites, la retraite à 64 ans plus précisément. Et il y a dans l'Assemblée nationale telle qu'elle est constituée maintenant, aujourd'hui, une majorité qui le permettrait tout de suite. Et mon groupe parlementaire a essayé il y a quelques semaines de le faire en présentant un texte d'abrogation. Nous avons été empêchés de voter une fois encore, pas par un 49-3 cette fois-ci, mais par les manœuvres du gouvernement et de la Macronie qui a effectué un sabotage, une obstruction pour nous empêcher de voter. Voilà pourquoi nous avons censuré le gouvernement de Michel Barnier pour arrêter de perdre du temps. Voilà pourquoi nous avons tenté, il y a une semaine à peine, nous les députés de la France Insoumise, avec les députés écologistes, avec les députés communistes, avec les députés ultramarins, avec 8 députés socialistes, et je veux les saluer, parce que leur décision, leur vote a compté, et je sais qu'il n'était pas facile. Nous avons essayé de censurer le gouvernement Bayrou, qui a échappé à ce renversement, parce que, et rappelons-nous-en, il a été protégé par le Rassemblement national, qui depuis la chute du gouvernement Barnier se fait bien discret et laisse M. Bayrou venir travailler, et M. Bayrou prépare le pire. Je veux vous donner quelques éléments. Le prochain budget, qui devrait être proposé, présenté dans quelques jours à peine, il contient 10 milliards d'euros de coupes supplémentaires par rapport au budget de Michel Barnier. On a parlé de l'état de l'école, de l'état des hôpitaux, de l'état de tous les services publics. Au Sénat, ces derniers jours, ces dernières nuits, c'est souvent la nuit que ça se passe. 1,3 milliard d'euros de coupes dans le budget de l'écologie. 630 millions d'euros de coupes dans le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. 100 millions pour la culture, pour l'audiovisuel public. 100 millions de moins pour le sport, une tentative pour retirer 50 millions d'euros à l'éducation nationale et la resuppression des 4000 postes d'enseignants au départ supprimés puis soi-disant recréés, et là, une suppression confirmée. Ce budget va être particulièrement violent et voilà pourquoi j'en prends l'engagement là aussi devant vous, comme député de cette circonscription, comme député élu sur un programme, comme député qui a reçu de vous un mandat, celui d'appliquer, de défendre ce programme de rupture, celui de m'affronter au pouvoir macroniste et à l'extrême droite, eh bien, avec mes collègues, nous allons redéposer une motion de censure pour faire chuter ce gouvernement, son budget, et pour arrêter cette orientation que certains de ces ministres, aujourd'hui, assument. Je pense à Bruno Retailleau, qui est ministre du gouvernement Bayrou. Bruno Retailleau qui véhicule des discours racistes, de division du peuple français, qui parle de français de papier, qui vient aujourd'hui d'émettre une circulaire qui remplace la circulaire Valls, qui n'était pas particulièrement formidable, mais qui va durcir de façon terrible les conditions de régularisation des personnes qui sont sans papier, mais qui travaillent depuis des années dans notre pays. Je vous fais une anecdote. Tout à l'heure, on se délectera des amuse-bouches de la maison Honoré, qui est à Argenteuil. Eh bien, au moment où le pâtissier, le boulanger, venait nous livrer ces délicieux, vous verrez, bouchées, il me disait que les seules personnes qu'il parvient à recruter, ce sont des étrangers. Et alors, il y a l'indignité, il y a le caractère insupportable de placer des gens dans cette situation pendant des années de précarité, de peur, d'angoisse, à tout moment de pouvoir les expulser, briser des vies. Mais il y a aussi l'absurde. L'absurde, le déni d'une réalité. C'est que notre pays, il est fait de millions de gens qui viennent d'ailleurs et qui deviennent français et qui travaillent, qui participent à la richesse de notre pays, qui apportent tant, et on va se régaler tout à l'heure de leur boucher. Mais voilà qui est dans ce gouvernement. Voilà aussi pourquoi il faut le faire chuter. Voilà pourquoi nous allons essayer de le censurer.
Et je m'approche de ma conclusion et je crois que le rôle d'un responsable politique, d'un élu, d'un député, c'est aussi d'essayer d'expliquer, pour donner à chacun, à chacune des éléments. Chacun, chacune ensuite librement se fait son opinion, mais c'est aussi pour vous expliquer pourquoi nous, à l'Assemblée, nous prenons un certain nombre de décisions. Et je veux partager avec vous un diagnostic et vous dire aussi pourquoi nous allons censurer. Parce que nous ne croyons pas à la discussion, à la négociation avec un gouvernement aussi minoritaire, illégitime qu'est celui de M. Bayrou, et parce que nous avons vu nos partenaires du Parti socialiste s'engager dans une discussion qui s'est conclue par 23 concessions présentées comme remarquables. Je veux vous dire que l'écrasante majorité de ces 23 concessions présentées comme remarquables étaient déjà contenues dans certains des votes des députés, dans certains des votes des sénateurs, et contenues dans la censure même du gouvernement Barnier. Je vous donne deux exemples. L'annulation de la suppression des 4000 postes, c'est la censure du gouvernement Barnier d'abord. La réindexation des pensions de retraite sur l'inflation, donc la préservation du pouvoir d'achat des retraités, c'est l'effet direct de la censure. Parce que dans le budget censuré, il y avait, rappelez-vous, le report de cette indexation. À la fin, sur ces 23 concessions dites remarquables, il en reste 4 qui sont effectivement nouvelles. Il y a une très importante, l'annulation de la baisse du remboursement des consultations médicales. C'est une excellente nouvelle. Mais le problème, c'est que dans le même temps, le gouvernement annonce qu'il va y avoir une taxation supplémentaire sur les mutuelles. Et j'ai déjà discuté avec un certain nombre d'entre vous de la difficulté qu'il y a à payer sa mutuelle dans un contexte où elle flambe, je pense en particulier aux retraités, si bien qu'à la fin, ce qu'on vous donne d'une main, on vous le prend de l'autre. Deuxième concession, 100 millions d'euros pour les maires bâtisseurs, pour le logement, pour les bailleurs sociaux en particulier. Les représentants des bailleurs sociaux demandaient 1,3 milliard d'euros. Vous vous ferez votre opinion sur ce qui est obtenu à la fin de cette soi-disant négociation. Troisième concession. Le Bayrou prévoyait 5 milliards d'euros de baisse de la dépense dans le domaine de la santé. Cette baisse, après cette négociation, est ramenée à 3,7 milliards. Ce n'est pas 3,7 milliards d'euros en plus pour les dépenses de santé, c'est toujours 3,7 milliards d'euros en moins. Ok, ce n'est pas 5, mais c'est 3,7 milliards d'euros en moins. Et quatrième concession, le conclave. Le conclave sur les retraites qui doit aboutir à une rediscussion qui manifestement ne sera pas équivalente à l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans. Et moi, je suis député du Nouveau Front Populaire. Il y a quelques mois, j'étais député de la NUPES. Dans les deux cas, j'ai été élu sur un programme qui défendait l'abrogation de la retraite à 64 ans. Et en 2023, il y a peut-être même une photo de ce moment derrière vous, je ne sais pas. Mais avec tous mes collègues de la NUPES, nous avons passé un serment devant nos électrices et nos électeurs. Celui d'abroger cette retraite borne, cette retraite à 64 ans qui vole les 2 meilleures années de la retraite à toutes celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie. Eh bien, ce conclave, malheureusement, n'aboutira pas à l'abrogation de la retraite à 64 ans parce qu'il est tenu par 2 vétos. Un veto à l'intérieur, celui du MEDEF. Le gouvernement a dit très clairement, et il l'a répété, il a été réinterrogé d'ailleurs lors des dernières questions au gouvernement, il a dit que si les partenaires sociaux ne s'entendaient pas, ne parvenaient pas à un consensus, alors c'est la retraite de Mme Borne qui s'appliquerait à la fin. Il suffit donc au MEDEF tout seul de dire « Non, je ne suis pas d'accord » et c'est la réforme de Mme Borne qui s'applique à la fin. Quand bien même l'Assemblée serait, comme Bayrou s'y est engagé, saisie d'un texte après ces discussions, nous serions, nous députés, dans l'impossibilité de restaurer à travers ce document qui nous serait transmis, la retraite à 62 ans, et vous savez que nous nous battons, nous, pour la retraite à 60 ans, parce qu'il y a, c'est un peu technique, pardon, un article qui s'appelle l'article 40, et qui empêche les députés de créer de nouvelles dépenses. Et évidemment, si vous passez de la retraite à 64 ans à la retraite à 62 ans, il y a des dépenses. Nous, on pense que ces dépenses peuvent être payées par des recettes, mais nous ne pourrions pas les générer dans le cadre de ce débat. Et donc, là encore, il y aurait
un veto, le veto des macronistes, le veto des règles qui s'appliquent au débat parlementaire qui nous empêcheraient, par ce biais, de parvenir à l'abrogation de la retraite à 64 ans. Je vous dis ça sans esprit polémique. Je vous dis ça parce que je pense que c'est mon rôle de vous donner des éléments d'information. Ce sont les miens comme député, pas n'importe quel député, un député d'un groupe parlementaire, celui de la France Insoumise, membre du NFP. Et ce diagnostic, je le partage, je crois, avec l'écrasante majorité de mes collègues députés du NFP, puisque ensemble, nous avons porté à une très large majorité une motion de censure jeudi dernier, et nous allons nous préparer à en déposer une dans les jours qui viennent, dans les heures peut-être qui viennent, parce que là c'est imminent. Nous allons bientôt voir la copie sortie de la commission mixte paritaire, voilà comment on appelle ça, c'est un huis clos dans lequel 14 personnes ont décidé, 7 sénateurs, 7 députés, d'un projet de budget pour le pays. Vous l'avez donc compris, cette année 2025 qui s'ouvre dans des circonstances très particulières, va être l'année d'un choc, va être décisive, et moi je nous souhaite à toutes et à tous ici qu'elle soit l'année de la chute du pouvoir macroniste qui fait tant de mal à notre pays, à notre peuple, depuis 7 ans maintenant. Elle va être tumultueuse. Il se pourrait qu'il y ait une élection législative encore. Il se pourrait même qu'il y ait une élection présidentielle. Et nous les insoumis, nous y appelons. Et si nous y appelons, ça n'est pas par obsession présidentielle. C'est parce que nous pensons que dans la crise politique, dans la crise de régime dans laquelle Macron nous a placés, là c'est l'issue, elle est démocratique. Et qu'il faut redonner la parole aux Françaises et aux Français. Qu'il faut repasser devant les urnes. Et la seule élection que nous pouvons organiser dans l'année qui vient, c'est une élection présidentielle. C'est la seule, parce que pour l'instant, on ne peut pas dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale et qu'il n'y a pas d'autres rendez-vous démocratiques qui sont possibles. Nous verrons ce que cette année va donner. En tout cas, nous voulons accélérer. Nous voulons cesser de perdre du temps. Nous voulons, je le dis, faire chuter Bayrou pour demain convoquer un nouveau rendez-vous démocratique, une nouvelle élection présidentielle. Vérifiez en 2025 que vous êtes bien inscrits sur les listes électorales et faites inscrire autour de vous sur les listes électorales. Je vous souhaite à chacun, à chacune une très bonne année. Mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de combat pour nous tous. Merci à toutes et à tous et passons maintenant au buffet.